Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au marché du plastique, une matière omniprésente et qui emballe encore aujourd'hui la plupart des produits de consommation. Quelques chiffres pour s'en convaincre. La demande de plastique dans le monde a été multipliée par 20 depuis 50 ans. La production mondiale a atteint un niveau record en 2018, 359 millions de tonnes. Problème, le plastique représente une réelle menace pour l'environnement. Un sachet plastique abandonné dans la nature peut mettre 400 ans avant de se dégrader et de disparaître totalement. Ce soir, vous allez découvrir que des solutions existent. Au sommaire, enquête sur l'industrie florissante du plastique en Côte d'Ivoire. Que ce soit dans la production d'objets, de bouteilles ou d'emballages en plastique, les acteurs du secteur sont nombreux. Vous allez voir également que certains misent sur le recyclage des déchets plastiques. Une activité encore à ses balbutiements en Côte d'Ivoire, mais une activité d'avenir. Puis nous partirons au Rwanda, un pays en guerre contre le plastique. En 2008, le Rwanda brandit l'interdiction des sacs en plastique, une première pour un pays africain. En 2019, le gouvernement rwandais va encore plus loin en interdisant tous les objets en plastique à usage unique, comme les pailles ou les couverts en plastique. Pour les entreprises, pas d'autre choix que de s'adapter sous peine de sanctions. En Côte d'Ivoire, l'industrie du plastique est très implantée. Elle pèse 500 millions de dollars et génère 20 000 emplois. 500 entreprises sont impliquées. Il suffit d'ailleurs de déballer nos courses pour comprendre combien le plastique est omniprésent. Nous allons vous montrer comment les industriels travaillent cette matière, les investissements qu'ils réalisent, les chiffres d'affaires qu'ils atteignent, des industriels souvent mis sur le banc des accusés, car le plastique fait partie des matières les plus polluantes au monde. Certains cherchent des solutions et se lancent avec succès dans le recyclage. Plastique, le mal-aimé si convoité, un reportage de Yao Sansan, Gisela Mendonça et Oscar Noël Sangan. Journée de course aujourd'hui avec notre journaliste Olga. Première étape, un supermarché de la place. Du yaourt, du raisin, de l'huile. À chaque produit, elle remarque la présence d'une matière. Le plastique. Il emballe quasiment tous les produits et même les fruits. Au marché également, tout est emballé dans du sachet plastique. Et pour transporter le tout, encore du plastique. C'est 100 francs ça. D'accord. Attends, je vais mettre mes trucs dedans. Merci chérie. Il suffit de déballer ses courses pour comprendre combien le plastique est incontournable dans la quasi-totalité des produits de consommation du quotidien. Ces 50 dernières années, la demande de plastique a été multipliée par 20 dans le monde. La production mondiale de matières plastiques a atteint un niveau record de 359 millions de tonnes en 2018. Et la Côte d'Ivoire n'échappe pas à cet emballement pour le plastique. Elle compte 500 entreprises locales qui fabriquent des seaux, des chaises, des bouteilles, le tout en plastique. Le secteur pèse 275 milliards de francs CFA et génère plus de 20 000 emplois. Le segment le plus important de cette industrie reste la production d'emballages plastiques. Il pèse 95 milliards de francs CFA. Problème, les déchets plastiques sont de véritables pollueurs. Un sachet plastique peut mettre 400 ans avant de se dégrader totalement. Et chaque année, plus de 10 millions de tonnes de ces déchets finissent dans la nature. Nous allons vous faire découvrir l'industrie plastique locale, mais aussi l'un des pionniers du recyclage. Bienvenue dans l'univers d'un mal-aimé, mais pourtant si convoité, le plastique. Zone industrielle de Trècheville. Bienvenue à iPlast, l'ivoirienne de plastique.
lancé en 2009 avec un investissement de 6 milliards de francs CFA. Ici, comme dans la plupart des usines plastiques, la matière première se présente ainsi, sous forme de granulés. C'est le polyéthylène teréphthalate, en abrégé, PET, qui au fil du temps s'est imposé sur le verre. Tout est parti d'abord du verre. Vous savez, le verre, c'est un matériau qui a un éclat, qui a une solidité, qui a un effet barrière assez performant. Mais le problème du verre, c'est le coût. Le verre, il coûte cher. Donc, la découverte du PET vraiment a amélioré cet aspect coût. 2 fois moins cher que le verre, le coût de la matière plastique varie entre 400 et 2000 $ la tonne, selon les cours du pétrole brut. 30 000 tonnes de PET, essentiellement importées d'Asie, sont transformées ici en moyenne par an, sur ces grosses machines appelées presse à injection. Elles aspirent le PET à l'aide de ces gros tubes. Cette matière est séchée, puis subit une plastification et un moulage pour au bout de la chaîne être refroidie. Il en ressort ces petits tubes appelés préformes. Ça, ce sont des préformes destinées à l'eau minérale. Donc, c'est pour un client sur la place, un client local qui fabrique de l'eau minérale, qui va utiliser ça pour faire des bouteilles de 1,5 litre. Pour chaque préforme, des bouchons sont également conçus sur une autre unité de transformation. Les préformes subissent ensuite des tests de qualité avant d'être conduits chez les clients. Là-bas, elles vont être transformées en bouteilles d'eau minérale ou de boissons gazeuses. Si les bouteilles ne sont pas conçues sur place, c'est pour éviter qu'elles soient contaminées par des bactéries, car elles sont destinées à contenir des produits alimentaires. L'autre raison est économique. Les préformes, vous voyez, c'est des tout petits tubes. La bouteille, c'est un gros contenant. Le premier aspect, c'est d'abord le volume. La bouteille prend plus de place et la bouteille, elle est plus fragile. Donc, si nous, on doit fabriquer pour envoyer chez nos clients, il y a beaucoup de risques de détérioration de la bouteille et ça va nous prendre beaucoup de place. Alors que la préforme, elle est plus solide et elle est moins encombrante. Donc déjà, ça vous fait des économies. Des économies au niveau du volume et au niveau aussi de la qualité. Chaque année, 1,2 milliard de préformes sortent des e-plast. Ses clients, des industries locales et sous-régionales qui lui permettent de réaliser un chiffre d'affaires annuel de 8 milliards de francs CFA. Tant qu'il y aura de l'eau minérale à boire, tant qu'il y aura des boissons de toutes sortes, les boissons saturées, ce qu'on appelle les boissons gazeuses en général, tant qu'il y aura tout cela et tant qu'il y aura encore des détergents à conditionner dans des bouteilles plastiques, ce secteur va toujours prospérer. On compte 5 entreprises sur ces segments de l'industrie plastique qui fabriquent des préformes. Celles-ci serviront à produire près de 3 milliards de bouteilles plastiques par an en Côte d'Ivoire. La preuve que ce segment de l'industrie de l'emballage plastique est en plein essor. Et il n'est pas le seul. Zone industrielle de Vridi, nous sommes à Filivoire. Ce jour-là, c'est le départ d'une cargaison sous le regard vigilant de la responsable commerciale. C'est un camion de 40 tonnes pour un client du Mali qui est dans le domaine de la farine. Et approximativement, je peux dire 45 millions pour ce camion. De la farine, du sucre, du riz. Il sort de cette entreprise des sacs qui emballent les aliments de base, mais aussi des engrais pour l'agriculture et des céréales pour l'élevage. À croire que sans ces sacs en plastique, l'humanité aurait du mal à se nourrir. Sans ces sacs, on ne peut pas acheminer le produit à l'intérieur, même localement. Ce n'est pas possible. On ne peut pas mettre le riz ou bien la farine dans la main pour pouvoir servir le client, le consommateur final. Il faudrait un emballage, nos sacs, pour qu'ils soient destinés au client final. C'est sur cette vaste unité de transformation que sont produits ces sacs réalisés à base de polypropylène, une autre matière plastique. Après transformation, la matière prend la forme de ces fils
tissés ensuite sur ces impressionnantes machines. Ces dernières ont englobé 90% des 6 milliards investis dans cette usine. Nous produisons 330 jours par an, H24, en 3 équipes. Nous avons une capacité de production de 5500 tonnes de production transformée par an, environ 5 millions de sacs destinés à l'agro-industrie. La rampe que vous voyez peut produire jusqu'à 200 000 sacs par jour. Au terme de ce processus, les sacs cousus et prêts à l'emploi sortent à un rythme effréné. La raison, la demande ne cesse de croître de 5% chaque année, tirée essentiellement par le secteur agricole. Le besoin en Côte d'Ivoire est estimé à 120 millions de sacs par an. La production de fil ivoire, estimée à 45 millions de sacs par an, s'étend au-delà des frontières ivoiriennes. 70% est exporté dans la sous-région et même en Afrique centrale, pour un chiffre d'affaires annuel de 12 milliards de francs CFA. Mais derrière ces bons résultats business, se cache un véritable défi. Aujourd'hui, le plastique n'est pas contournable pour des raisons de résistance et des raisons économiques. Bien entendu, le défi consiste à utiliser des technologies qui consomment moins de plastique pour plus de résistance et surtout d'avoir une politique de gestion des déchets et de recyclage responsable. Si ce patron veut utiliser moins de plastique à l'avenir et s'est même doté d'une unité de recyclage des déchets plastiques produits par son usine, c'est pour faire face à une problématique mondiale. Le plastique fait partie des matières les plus polluantes au monde. Il dégrade les rues, sature les caniveaux et empoisonne les eaux et ses êtres vivants. Une dégradation de l'environnement qui met au banc des accusés les industriels du plastique. Retour à iPlast. Ici, la principale matière première, le PET, détient la palme d'or du plastique le plus polluant. Mais pour l'industriel, la recherche de solutions passe avant tout par l'État. C'est un vrai problème, mais moi j'attire également, sur ce point, j'attire l'attention de l'État. Parce qu'il faut organiser la société de sorte que la récupération soit facile. Parce que c'est un autre problème, parce que cela peut entraîner même des emplois. Hein. Oui, parce que d'autres industries peuvent s'installer rien que pour la récupération des bouteilles et faire du regranulage et tout cela. Et vendre à d'autres industries qui vont l'utiliser. Recycler les déchets plastiques, c'est chose courante en Occident, comme sur ces images à Paris. En Côte d'Ivoire, cette activité est encore à ses balbutiements. Des centres de recyclage, il n'en existe pratiquement aucun dans le pays. Le seul acteur du secteur, présent sur toute la chaîne, nous a ouvert ses portes. Commune de Yopougon, ce camion vient déverser plus de 2 tonnes d'ordures plastiques en tout genre devant cet entrepôt. Ici, les ordures en plastique valent leur pesant d'or. Ce stock sera racheté à plus de 500 000 francs CFA par cette entreprise de recyclage dénommée Reciplast. Tous ces déchets plastiques ont été collectés par des travailleurs de l'informel. Ces personnes-là qui collectent dans les quartiers, on les appelle généralement dans le jargon ivoirien, nous chez Samalakolo, et des gens qui travaillent dans le cassé-cassé. Voilà. Et donc quand ils font cette activité-là, ils ramassent un peu partout, ce sont les déchets plastiques générés par les populations des communes dans lesquelles ils font leurs activités. Et c'est une source de revenus pour ces personnes-là. Des revenus pour ces collecteurs de l'informel, mais aussi pour ces femmes. Ces femmes gagnent leurs revenus dans le tri de ces déchets. Un passage obligé dans le processus de recyclage. Ce processus est crucial au sens où les collecteurs informels, quand ils collectent, ils mettent tout en vrac. Ça vient en vrac et nous, on doit créer un emploi indirect avec ces femmes-là qui viennent directement pour pouvoir les trier. Une fois triés,
Ces déchets sont broyés dans cette machine pour être conditionnés. Destination, l'usine où le recyclage se fait. Zone industrielle de Yopougon. Nous sommes à l'unité de transformation des réciplastes. Le patron des lieux, un ancien cadre de l'industrie plastique. Il y a 2 ans, il décide de retourner sa veste d'industriel pollueur pour celle de recycleur. La motivation est née depuis la dégradation environnementale. On constate de jour en jour que ça ne fait que se développer et les solutions sont là. Les solutions existent déjà dans les entreprises plastiques. Pourquoi pas les créer indépendamment de ces usines-là et de faire en sorte que ce soit des business models qui puissent être, régler le vrai problème de l'environnement. Il a investi un peu plus de 200 millions de francs CFA pour cette unité de recyclage. Les déchets broyés en entrepôt sont lavés, rincés, séchés, puis chauffés pour donner à la fin du processus ces granulés destinés à l'industrie plastique locale. Des déchets transformés en or. Voici à nouveau de l'or noir. C'est une matière secondaire. Donc ce déchet que nous pouvons constater qui a été collecté dans la commune de Port-Boué est revenu à l'état matière première secondaire. Permettra à l'industriel de refaire un bouilloire, un seau, une assiette. Conditionnés dans des sacs de 20 à 25 kg selon les types de plastique, ils sont vendus en moyenne à 11 000 francs CFA l'unité pour une rentabilité allant de 15 à 20%. Chaque mois, 100 tonnes de ces granulés sont produits ici. Des quantités à même de satisfaire seulement 10% de la demande locale. Si ce patron n'arrive pas à produire plus, c'est parce que son principal fournisseur de matières premières, le secteur informel, ne peut lui garantir des stocks réguliers de déchets plastiques. Alors, pour pallier à cet handicap, Salamé a trouvé la parade. Il a installé depuis 2019, dans les quartiers d'Abidjan, comme ici à Port-Boué, ces box pour collecter directement auprès des populations les déchets plastiques. Alors la collecte se passe bien? Oui, la collecte se passe bien. Très bien. Lorsqu'il arrive sur les lieux, des femmes se pressent devant le box pour revendre leurs déchets plastiques. Celle-ci en a apporté pour 20 kg et demi. En retour, elle reçoit ce reçu qui lui permet d'obtenir un montant d'argent qu'elle pourra dépenser en produits alimentaires ou mobile money. Alors madame, ça a donné quoi à votre collecte du jour? Ma collecte du jour a donné 1537 francs CFA. De petites compensations qui motivent les ménages à apporter leurs ordures plastiques. Mais pour cette dame, la principale motivation est ailleurs. Non, pas forcément par le petit retour qu'on gagne, mais soucieux de l'environnement, parce qu'on s'est dit que ces déchets peuvent salir l'environnement et qu'on trouve un éco-boxeur à côté qui peut nous débarrasser de ces déchets. Objectif, collecter 24 000 tonnes de déchets plastiques par an dans la capitale économique. Seulement à ce jour, ce seul box récolte uniquement 2 tonnes et demie de ces déchets par mois. 40% sont composés de PET, le plastique le plus polluant. Pour collecter davantage, il faut plus de fonds. Un modèle économique comme celui-ci à Port-Boué avoisine environ les 50 millions de francs CFA sur son investissement initial pour implanter un module. Port-Boué a besoin de 6 ou 7 modules. Le district d'Abidjan a besoin de 66 modules. Donc le besoin estimatif en termes de financement pour déployer sur le district avoisine les 3,5 milliards, voire 4 milliards de francs CFA. Des investissements importants pour permettre au camion de recyclast de rapporter encore plus de déchets plastiques à son usine de recyclage. Mais surtout, de réduire la pollution des déchets plastiques à Abidjan. Un défi gigantesque en attente d'entrepreneurs, mais aussi de bonne volonté.
retour sur le plateau de Made in Africa ce soir pour débattre. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Yavo, responsable hygiène, sécurité et environnement chez Plastica, Charles Diplot, secrétaire permanent de l'APECI, c'est l'association des professionnels de l'emballage de Côte d'Ivoire, et Brou Aoua, président de l'AIVP, l'association pour la valorisation des déchets plastiques. Bonsoir messieurs, et merci d'être là ce soir. On parle du secteur du plastique ce soir. Alors, l'industrie plastique en Côte d'Ivoire ne connaît pas la crise. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous, monsieur Aoua? Je pourrais dire oui, je suis d'accord avec vous. Ouais. Alors, c'est clair, on voit près de 500 entreprises qui emploient 20 000 personnes. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler d'une véritable frénésie pour le plastique? On pourrait le dire. On pourrait dire véritablement qu'il y a un intérêt certain pour le plastique, parce que votre élément le montre bien. On voit bien que le problème, ce n'est pas le plastique, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a utilisé le plastique. Donc oui. Oui. Alors, vous êtes d'accord, monsieur Yavo, il y a un grand intérêt aujourd'hui, non seulement au niveau des industriels, mais également des consommateurs. Besoin d'avoir. Effectivement, c'est le plastique, d'abord, c'est la satisfaction d'un besoin. Besoin de transporter, besoin de protéger nos aliments. Et donc, il fait partie du quotidien de l'Ivoirien et je dirais de toutes les personnes dans le monde entier. Voilà pourquoi le plastique a eu, depuis son invention, ce succès. Charles Diplot. Je ne suis pas surpris qu'on parle de 500 entreprises. Alors là-dedans, il y a ceux qui font de l'emballage, proprement dit, et il y a d'autres applications comme, on va dire, on a parlé de chaises, il y a des tubes PVC, etc. Donc, le plastique, il est vraiment utilisé dans plusieurs secteurs. Et vous, quelle est votre perspective, monsieur Aoua, par rapport aux autres pays africains? Est-ce que vous pensez qu'il y a également cette même frénésie dans les autres pays en Afrique, ne serait-ce que dans notre sous-région ouest-africaine? Au niveau de l'Afrique de l'Ouest ici, il y a un enjeu, par exemple, entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, pour savoir où est-ce qu'il faut implanter une usine qui est capable de faire la valorisation. Alors, donc les déchets sont devenus stratégiques? Absolument. Alors, est-ce que vous exportez vos produits? On a près de 70% de nos productions qui vont à l'étranger. Ah, et 30% qui restent sur le marché local? Voilà. Et vous produisez quoi? C'est quoi les différents types d'objets? Pour les objets, on va dire, on produit des emballages qu'on appelle couramment en Côte d'Ivoire les bords. Donc les PP, les sacs PP. On produit, surtout ces dernières années, beaucoup d'objets qui sont injectés par soufflage et moulage, tels que des chaises, des bidons, des assiettes en plastique. Alors, est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est difficile de monter une telle usine? C'est des investissements très lourds. Le directeur général a investi énormément et voilà pourquoi aujourd'hui nous avons autour de 224 machines de haute technologie qui coûtent très cher. Alors là, vous avez parlé de chaises, vous avez parlé d'autres types de tubes et autres, mais il y a le secteur de l'emballage, et là je me tourne vers vous, qui est extrêmement dynamique, on l'a découvert dans l'enquête. Alors, qui dit emballage dit également sac plastique. Alors pourquoi reste-t-il toujours aussi incontournable selon vous? C'est incontournable parce que c'est moins coûteux, c'est résistant. Le plastique, comparé à une autre matière, revient nettement moins cher, je dirais. Oui. Alors, de votre point de vue, oui, de votre perspective au niveau de votre association des professionnels de l'emballage, est-ce que vous pouvez confirmer que le plastique reste quand même le champion en matière d'emballage? Absolument. Quand on regarde les chiffres qui sont en jeu aujourd'hui, le plastique, il est plus facile à utiliser. Et puis, on peut dire que les entreprises qui sont sur la Côte d'Ivoire et dans le monde entier on va dire, utilisent cette matière-là parce que c'est une matière qui est beaucoup plus facile à traiter. Il est clair que un sac plastique fait à peu près 400 ans pour se dégrader complètement. Donc c'est un grand pollueur. Est-ce que vous avez le sentiment d'être complice de cette pollution? C'est quoi le sentiment? Alors, avec la casquette d'industriel, je dirais qu'on ne se sent pas véritablement concerné parce que la vraie question centrale au niveau de l'impact des emballages plastiques dans l'environnement, c'est le comportement humain. Le plastique, par exemple, en Côte d'Ivoire, a eu un boom parce que dans les années 60,
ça a permis d'endiguer des épidémies comme la bilharziose et autres et tout ça. On buvait dans des copes, etc. Et donc, ça a été un progrès véritablement social et économique pour les populations. L'avènement de la matière plastique. La matière plastique. Et donc, les industriels, en produisant cela, rendaient service et rendent service aujourd'hui aux populations. Maintenant, en tant que responsable de l'environnement et de la sécurité, là, on regarde sur un autre esprit et on se dit que c'est vrai que nous vivons dans un environnement et lorsqu'il est défiguré par la légèreté des emballages que nous produisons, cela est gênant et doit trouver une solution. Il y a un véritable, merci Monsieur Yavo, il y a un véritable enjeu en matière de pollution, quand même, de préservation de l'environnement. Oui, peut-être à une époque ça a rendu service vis-à-vis des enjeux sanitaires, mais aujourd'hui, quand on voit le degré de pollution, est-ce qu'il n'y a pas un changement de perspective de la part des industriels vis-à-vis de l'impact en matière de pollution des déchets plastiques? Si, il y a un gros changement de paradigme au niveau des industriels. C'est qu'aujourd'hui, vous allez dans tous les supermarchés, il n'y a plus aucun supermarché qui va vous donner des produits, qui va vous emballer des produits avec des plastiques qui ne sont pas recyclables. Et ce qui est interdit, c'est justement ces fines couches de plastique qui sont donc en fait des polyéthylènes, qui sont utilisées et que vous trouvez partout, qui bouchent les caniveaux, qui bouchent les ouvrages, etc., etc. Tous les problèmes d'inondation. En tout cas, sur les marchés où on est allé, on a trouvé encore beaucoup d'utilisation de sachets plastiques. Maintenant, il faut bien savoir que l'économie ivoirienne, elle est très dynamique et vous avez un secteur informel qui est très fort. Qui échappe au contrôle. Qui échappe au contrôle des pouvoirs publics et évidemment des associations comme les nôtres. Comment faire pour produire du plastique, des emballages moins polluants? C'est quoi les alternatives? Vous voulez réagir? Allez-y. Non, mais c'est cela, parce que vous avez parlé, tout à l'heure, je confirmais justement le fait qu'il y a un véritable changement de paradigme. Oui. Tous les grands groupes que vous pouvez imaginer aujourd'hui qui sont concernés par le plastique ont premièrement décidé, d'ici jusqu'à 2025, de concevoir au niveau recherche et développement des emballages de matériel plastique qui soient 100% recyclables. En tant qu'entité industrielle, est-ce que vous avez aujourd'hui des solutions de recyclage à votre niveau? Alors, à notre niveau, on a des solutions de recyclage depuis fort longtemps. La première unité de recyclage chez nous, qu'on appelle en interne l'unité de bâche noire, a toujours donc recyclé les déchets de production, les chutes de production, et puis des déchets externes, pour fabriquer par exclusion des bâches noires. Comment ça se passe? Alors, on achète des déchets de l'extérieur, des personnes collectent, et puis ramènent ces déchets au niveau de Plastica. Mais il faut dire qu'à un certain moment, nous avons arrêté ce procédé parce que ça engendrait beaucoup de travail, parce que les déchets récupérés à l'extérieur n'étaient pas propres. Alors, on l'a vu, hein, le recyclage de nos déchets ménagers en est aujourd'hui assez balbutiement. En matière de recyclage de déchets plastiques ménagers, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Aujourd'hui, on a des déchets. Nous tous, chacun d'entre nous, vous avez à la maison des bouteilles de boissons gazeuses, vous avez des bouteilles d'huile, vous avez des bouteilles d'eau de javel, vous avez tout type de bouteilles, de type d'emballage en plastique qui sont là et qu'il faut recycler et dont il faut se débarrasser. Pour l'instant, ce qu'on fait, on mélange tout ça avec les déchets organiques, les pots de banane et tout le reste, et les entreprises qui se chargent de faire la collecte viennent les emmener. Ce qu'il faudrait faire, et l'une des choses justement que l'AVP est en train de chercher à faire, c'est comment on fait pour pouvoir faire un tri sélectif au départ, depuis nos maisons. Si ce tri sélectif-là est fait, c'est-à-dire qu'à la maison, on a une boîte pour pouvoir mettre les déchets plastiques, une autre, on met tout ce qui est organique, dans une autre, on mettrait par exemple tout ce qui est métal, ça sera véritablement le début de la solution du problème. C'est quoi votre stratégie pour être sûr qu'on va arriver à ce changement de comportement? Alors, la stratégie, elle est en très peu de points. Le premier point, c'est la sensibilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut amener chaque Ivoirien à comprendre qu'une bouteille d'eau minérale que vous avez entre les mains, ça a quelque chose qui a de la valeur. Donc, si on a compris ça, vous allez voir qu'on ne va plus voir les bouteilles d'eau qui traînent dans les caniveaux, etc., parce que ça a de la valeur. Tout à l'heure, l'élément qu'on a montré dit que la dame, elle est partie avec 20 kilos. C'est vrai, ce n'est pas beaucoup, 1700 et quelques, mais c'est déjà un début de quelque chose. Donc, si on met tout ça ensemble et que chacun a compris que un bidon d'huile, un bidon, une bouteille d'eau, etc.,
ça a de la valeur, donc on met ça quelque part. Le premier travail commence là. Vous allez communiquer. Et on va communiquer. Et ça, on a commencé à le faire au niveau de l'AIVP depuis les écoles primaires. Donc ces initiatives-là, il y en a beaucoup qui sont des pilotes au niveau de l'association que nous faisons et qui vont permettre véritablement non seulement d'enlever les déchets, mais de créer des emplois. Charles Diplot, dernière question pour vous, pour cette première section. Ça va faire sourire d'autres. D'autres vont sourire peut-être moins. Est-ce que vous pensez qu'on pourra un jour, dans le secteur de l'emballage, se passer du plastique? Ce serait m'avancer de dire qu'on va se passer du plastique. On gagnerait plutôt à, on va dire, réorganiser les industriels pour que toutes ces dispositions qui sont prises pour utiliser moins de plastique, pour plus de résistance, soient effectives et faire en sorte qu'il y a beaucoup plus de sensibilisation parce qu'il y a cette loi du pollueur-payeur. Les industriels pourraient aussi avoir à contribuer au recyclage. En Europe, par exemple, dans le coût de l'emballage, existe, je veux dire, c'est pas une taxe, mais c'est une contribution pour pouvoir justement financer le recyclage. On doit aller dans cette direction. Je suis convaincu que pas. Alors, vous êtes avec moi, je vous propose une autre expérience. Ouais. On l'a vu, chers téléspectateurs, le plastique a encore de très beaux jours devant lui en Côte d'Ivoire. Le pays où je vais vous emmener maintenant a adopté une toute autre stratégie. Je veux parler du Rwanda, lancé dans une guerre sans merci contre le plastique, à tel point que dans les rues de Kigali, comme dans le reste du pays, les sachets plastiques ont disparu de la circulation. Vous allez découvrir des entrepreneurs obligés de se réinventer et une brigade qui ne laisse rien passer. Le Rwanda en guerre contre le plastique, c'est un reportage de Thomas Digobadia et Oscar Noël Sangan. Dans le centre-ville de Kigali, la capitale du Rwanda, comme tous les matins, les artères de ce marché sont bondées. Sur ces étals, on vend de tout. Mais contrairement à de nombreux marchés africains, ici, les aliments ne sont pas emballés dans des sacs plastiques. Comme tous les commerçants ici, j'utilise ces sachets en papier pour emballer les produits que je vends. C'est bien plus écologique que le plastique qu'on utilisait avant. Sur ce marché, les commerçants ne sont pas les seuls à s'être passés de sacs plastiques. Les clients, eux aussi, ont changé leurs habitudes. Pour faire mes courses, j'utilise ce panier. Il est vraiment solide et on peut mettre beaucoup de choses dedans. C'est bien mieux que ces sacs plastiques qui peuvent se déchirer n'importe quand et salir nos rues. Les sachets, tu sais que c'est pas bien pour l'environnement. Mais comme on n'emploie plus les sachets, donc l'environnement est bien entretenu, quoi. Et ce marché ne fait pas figure d'exception. Dans les rues de Kigali, comme dans le reste du pays, les sachets ont disparu de la circulation. Car le Rwanda est parti en guerre contre le plastique. Ce plastique, dont la production mondiale n'a cessé d'augmenter depuis près d'un demi-siècle. 10 tonnes produites chaque seconde dans le monde. Ce petit pays d'Afrique de l'Est, lui, a décidé de prendre le chemin inverse, avec un objectif: réduire sa dépendance au plastique, fléau pour l'environnement. En 2008, le Rwanda brandit l'interdiction des sacs, une première pour un pays africain. En 2019, le pays va encore plus loin en interdisant tous les objets en plastique à usage unique, comme les pailles ou les couverts en plastique. Afin d'être dans les règles, les entreprises doivent désormais s'adapter, faute de sanctions. À une 50aine de kilomètres de Kigali, c'est ici que Gérard Sina a installé sa grande boulangerie il y a plus de 20 ans. C'est un entrepreneur bien connu des Rwandais. Fils de fermier, cet homme parti de rien est désormais à la tête d'un empire agroalimentaire. Ici, on fabrique chaque jour des centaines de croissants, des brioches, des gâteaux, des baguettes ou des pains au chocolat. Des pâtisseries, mais aussi des beignets et des biscuits qui ont fait sa renommée au Rwanda.
Au total, des milliers de produits expédiés chaque jour pour être vendus dans des épiceries aux 4 coins du pays. Jusqu'en 2008, ils étaient empaquetés dans des emballages plastiques. Mais cette année-là, le gouvernement décide de les interdire. L'homme d'affaires n'a d'autre choix que de s'adapter. À l'époque, le gouvernement est venu nous voir pour nous dire qu'on n'allait plus avoir le droit d'utiliser des emballages en plastique et qu'il fallait qu'on trouve une autre solution. Mais le changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. On a eu 2 ans pour s'adapter. Pour mes produits, je me suis inspiré des emballages que j'avais vus dans d'autres pays. Gérard Sina opte alors pour des emballages en carton et en papier. Conséquence, ses coûts de production augmentent, car le plastique reste un matériau meilleur marché. Au final, le business de l'industriel, à la tête d'un empire de 6 millions de dollars, n'est que peu impacté. Les sacs plastiques coûtaient en moyenne 3% moins cher que les sacs en papier. On les faisait venir d'usines qui produisaient localement. Les emballages en papier, on en fait venir certains de Chine, d'autres de la sous-région ou du Rwanda. Au final, je trouve que ça a été un mal pour un bien, car ces emballages en carton sont de meilleure qualité. Ils conservent mieux les produits et puis ils sont plus attrayants pour les clients. Si l'industriel s'est rapidement conformé à la nouvelle loi, pour d'autres, se passer des emballages plastiques est semble-t-il plus compliqué. Pour débusquer les récalcitrants, le gouvernement a mis en place une brigade anti-plastique. Ce matin, dans le quartier de Remera, en plein centre de Kigali, la brigade démarre sa tournée. Martine Ouare fait partie de l'Office rwandais de l'environnement, le REMA. Chaque semaine avec son équipe, elle sillonne la capitale pour traquer les commerçants qui utilisent des sacs plastiques, mais pas seulement. On vient pour l'inspection. On va vérifier que vous n'emballez pas le pain ni les fruits avec des sacs plastiques. On vient aussi voir si vous ne vendez pas d'objets en plastique à usage unique. Car depuis octobre 2019, la loi qui interdisait l'usage des sacs plastiques a été étendue à tous les objets en plastique à usage unique. Désormais, les pailles, les verres ou les couverts en plastique n'ont plus le droit d'être vendus au Rwanda. Les commerçants ont bénéficié d'un délai de 6 mois pour s'adapter, mais ce délai est arrivé à expiration. Après quelques minutes à parcourir les rayons de cette supérette, l'inspectrice trouve ce qu'elle était venue chercher. Ces cuillères ne sont pas autorisées, on doit donc les confisquer. Les commerçants ont eu une période de 6 mois pour écouler tous les objets en plastique à usage unique. Comme ces couteaux, ces gobelets ou ces cuillères. Ça fait 9 mois qu'ils n'ont plus le droit de les vendre. C'est pour ça qu'on doit les confisquer. Les objets interdits sont immédiatement saisis. Au total, près de 100 000 francs CFA de marchandises. La directrice du magasin doit s'expliquer. Nous allons saisir les objets plastiques. Ça fait maintenant un moment qu'on inspecte les commerces pour trouver du plastique. Vous ne le saviez pas ? Et pourtant, ce sont les grossistes chez qui on se fournit qui nous disent qu'on peut encore utiliser ce type d'objet en plastique. Non, non, c'est interdit par la loi. Vous ne pouvez plus les vendre. En commercialisant ces produits en plastique à usage unique, cette femme risque une amende et une peine de prison. Mais dans les faits, les commerçants sont encore rarement sanctionnés. Pour l'heure, dans les différentes supérettes où ils se rendent, Martine Ouare et ses collègues font plutôt de la prévention. Car ils le savent, il est difficile de changer les habitudes de consommation. On est toujours en train de se battre pour que les gens respectent la loi. Petit à petit, ça change, mais ça prend du temps, car les gens sont trop habitués aux objets en plastique. Le grand défi pour nous, c'est vraiment de faire en sorte que les gens prennent conscience qu'il faut arrêter de les utiliser. S'il paraît compliqué d'en finir totalement avec le plastique,
Le REMA, l'Office rwandais pour l'environnement, est bien décidé à poursuivre sa politique anti-plastique, commencée en 2008. Cela devient un danger quand les gens prennent l'habitude d'acheter un objet en plastique et de le jeter 5 minutes plus tard. Ça crée trop de déchets. Il faut qu'on réduise l'utilisation de plastique à ce qui est vraiment essentiel. Ce n'est pas facile. Ça serait plus facile si le monde entier prenait les mêmes décisions, si on avait un consensus mondial. Mais de nombreux pays n'ont pas intérêt à prendre de telles mesures, car l'industrie du plastique rapporte des milliards de dollars chaque année. Une manne financière sur laquelle le Rwanda a décidé de faire une croix. On ne doit pas opposer argent et environnement. Il est possible de concilier les deux. On voit que des entreprises investissent dans la fabrication d'alternatives au plastique. Le résultat, c'est qu'on développe un nouveau business et des emplois verts. En misant sur une économie verte, de nouveaux emplois se créent, mais en contrepartie, d'autres pourraient disparaître. En effet, la nouvelle loi concerne aussi la production d'objets en plastique à usage unique. Les entreprises n'auront bientôt plus le droit d'en fabriquer. Direction la banlieue de Kigali. C'est dans cette zone industrielle que Théonès Ndayambadje a installé sa petite usine de production de bouteilles en plastique. Vous en êtes où de la production? On vient de commencer les petites bouteilles, après on passe aux bouteilles d'eau. Il produit jusqu'à 120 000 bouteilles par jour à destination de l'industrie agroalimentaire et cosmétique. Grâce à ces machines importées de Chine qui lui ont coûté au total près de 400 000 $. Des investissements faits il y a à peine 5 ans et que l'entrepreneur n'a pas encore rentabilisés. Problème, à partir de mai 2021, la nouvelle loi anti-plastique lui interdira définitivement de produire ses bouteilles. Car la loi a laissé une période de 2 ans aux producteurs pour s'adapter. J'ai investi beaucoup d'argent dans cette usine de plastique. Pour l'instant, je peux continuer à produire jusqu'à la date limite qu'on nous a donnée. Une fois que cette date sera arrivée, si le gouvernement ne nous laisse pas plus de temps, on va devoir stopper la production. On n'a pas le choix, on doit changer. Pour ne pas mettre la clé sous la porte, il lui faut réorienter sa production et le temps presse. Fabriquer des bouteilles en verre lui coûterait bien trop cher, alors il a eu une autre idée. Adapter les machines qu'il a déjà pour produire d'autres types d'objets en plastique, autorisés par la loi. My plan is to shift to pipe, the PVC pipe. Mon projet est de faire des tubes en PVC et bien d'autres matériaux de ce type qui sont particulièrement utilisés dans la construction. Other materials which are used in construction. I produce that. As that machine, that big machine. Avec cette grosse machine, je peux faire autre chose que des bouteilles en plastique. C'est ma chance. It can produce other than bottles. Comme Théonès Ndayambadje, des dizaines d'entrepreneurs vont devoir trouver rapidement des solutions pour continuer leur business. Certains sont des pionniers, ils se sont lancés dans le recyclage. À quelques kilomètres, face aux collines verdoyantes, une montagne de déchets. Bienvenue à la COPED, une entreprise spécialisée dans la collecte des déchets, notamment plastiques. Paulin Bouregeya a créé cette entreprise en 2008, lorsque l'État rwandais a voté l'interdiction. Ici, il trie les déchets en fonction du type de plastique. Une grande partie sera revendue à des recycleurs locaux. Certains types de plastique, comme ces tuyaux d'arrosage, ces jerrycans ou ces bouteilles, ne sont pas acceptés. Dans la sous-région, il n'y a pas d'option de recyclage de cette bouteille d'eau ou de jus qu'on appelle PET. Tout ce qu'on fait, il y a des Chinois qui sont dans la région, mais tout ce qu'ils font, ils peuvent broyer et envoyer la matière première chez eux. Jusqu'à aujourd'hui, ces objets en plastique non recyclables au Rwanda étaient donc exportés ou brûlés.
Alors l'entrepreneur s'est mis en tête de trouver des solutions pour revaloriser ces déchets inutilisés. À l'aide de cette machine, il compacte des centaines de bouteilles en ballots de plus de 350 kg. Ça va. Ces ballots sont transportés dans une autre usine, à quelques minutes de là. Ici, Paulin Bouregueya les place à flanc de colline comme barrière contre les glissements de terrain. Une solution pour résoudre un problème fréquent au Rwanda, l'érosion des sols. Mais ce n'est pas la seule idée de l'entrepreneur. Depuis peu, il s'est lancé dans la fabrication de matériaux de construction 100% faits de plastique. Une partie est broyée en copeaux pour être mélangée à du plastique fondu à l'aide de ce four pour en faire des pavés. Une production artisanale et expérimentale. L'entrepreneur est parvenu à fabriquer ses premiers prototypes. On était en train de faire des recherches pour voir si on peut fignoler, par exemple, si la qualité, si ça ne peut pas glisser. On est en train de faire des tests, mais déjà, les premiers résultats nous montrent qu'on peut faire un business avec ça. Donc, on espère bien qu'une fois qu'on a fait manuellement, on peut investir dans quelques machines pour augmenter la production et commencer à mettre les produits sur le marché. Parce qu'on a déjà vu qu'il y a des gens qui sont intéressés avec ça. Parmi ses premiers clients potentiels, le gouvernement rwandais. Il pourrait passer commande dans les prochains mois pour paver les allées de certains espaces publics. Une manière de montrer que le pays soutient ses entrepreneurs. Des entrepreneurs sur qui le Rwanda compte dans les années à venir pour réinventer un monde avec le moins de plastique possible. Alors, on quitte le Rwanda et on revient en Côte d'Ivoire à Abidjan. Et je vous pose la première question. Ce reportage, vous, Monsieur Yavo, qu'est-ce qui vous inspire? Beaucoup de choses, surtout une volonté politique de pouvoir avoir un environnement sain, débarrassé des sachets plastiques qui s'envolent. Et d'ailleurs, en 2008, lorsque le Rwanda prenait sa première loi d'interdiction, c'était des sachets plastiques qui devaient avoir moins de 30 microns. On l'a dit dans le reportage, ça n'a pas été facile parce que lorsqu'en 2008, il y a eu cette interdiction, qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda? Les sachets plastiques ont été remplacés par des emballages en papier. Mais ce n'est pas ce papier-là qu'on voit ici, hein, le Kraft. C'était donc de la récupération des papiers d'examen. Et puis, donc, ça a entraîné d'autres conséquences sanitaires. Et il y a eu une avancée donc, au niveau gouvernemental où on est arrivé donc, au Kraft. Alors, vous avez suivi ça, alors ça fait plaisir de voir que on suit au niveau de nos industriels également les évolutions, on fait du benchmark, la comparaison, on étudie ce qui se fait ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut considérer, vous avez parlé de 2008, aujourd'hui, le Rwanda comme un véritable pays précurseur? Il faut bien mettre les choses dans leur contexte. Hein. L'interdiction de tout ce qui est plastique, en tout cas de premier à usage unique, comme ça a été dit au niveau du Rwanda, ça cadre bien avec ce pays-là. Et nous, on a fait notre choix, comme ce qu'on a vu précédemment, et qui sont certainement nos faiblesses, mais qu'il faut aujourd'hui transformer en opportunités. Et c'est véritablement ça que la Côte d'Ivoire a. Alors, les choix qu'on a faits sont clairs. Ils sont dans le décret. Vous avez parlé de volonté politique, mais quand on lit le décret que j'ai ici, déjà au sens du présent décret, on dit que sont concernés les sachets plastiques ordinaires, biodégradables ou non, composés d'un certain nombre de matières. On dit bien que le présent décret a pour objet d'interdire et la production, et l'importation, et la commercialisation, et la détention, et l'utilisation des sachets plastiques. Et pourtant, Monsieur Yavo, vous continuez quand même de produire des emballages en plastique. Alors comment ça se passe par rapport au décret? Quels sont les aménagements qui ont été faits? Le décret, il existe, il est difficile d'application, c'est une réalité. Donc le gouvernement, le sachant, a pris des mesures par ces différents ministères et qui permettent aujourd'hui aux industriels de pouvoir travailler. Donc de produire... Notamment, quel genre de dispositions? Par exemple, de produire des
des emballages qui n'ont pas, par exemple, 30 microns. Ok, donc il respecte certaines normes. Il y a des caractéristiques qui ont été définies. Hein, et donc, il faut aussi, l'une des mesures que le gouvernement a prises, c'est la traçabilité. Important. Oui, donc du coup, je finis. Donc, ça veut dire que nous, industriels en Côte d'Ivoire, on travaille, on a une plateforme avec le gouvernement où il y a des discussions et cela permet donc de pouvoir régler et arrondir tous ces bouts-là. Quelle est votre réaction, Charles Diplot, sur la façon pour nous d'arriver à ce changement de paradigme ici avec la question des sachets plastiques? Je pense que tout est dans la mise en œuvre et dans l'application de ce décret. Si vous retirez les plastiques complètement du marché, qu'est-ce qu'on propose? On a d'autres expériences. Alors, on a vu qu'ils utilisent le papier, mais au marché, le commerçant qui fait sa vente en détail, il reçoit par exemple les céréales dans des sacs en plastique. Il faudrait qu'à la source, je dirais dans les contenants qui existent, il faut déjà qu'on puisse faire la guerre à ce niveau-là. Et ce n'est pas évident. Pour moi, c'est d'abord au niveau de la mentalité, il faut amener les gens à utiliser moins de plastique. Alors, on a le sentiment qu'on sait quoi faire, mais on ne commence pas. On se dit qu'on va le faire. Un jour, on va commencer. Bon, l'association est née. On espère avoir des résultats peut-être plus probants, plus rapides, grâce à votre entre-gens. Oui, non, juste dire qu'il y a des actions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je dis, tout à l'heure, j'ai dit, nous, ce qui est notre faiblesse aujourd'hui, il faut absolument transformer ça en opportunité. Il y a un de nos partenaires qui s'appelle Plasticos et il fabrique des briques avec des déchets plastiques et ces briques-là permettent de construire des écoles. Ça, c'est où? Dans quel pays? En Côte d'Ivoire, ici. Il y a un modèle à Port-Boué et l'usine est installée en zone industrielle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Vous dites qu'on a une faiblesse, notamment par rapport au Rwanda, à ce qu'on a vu, mais qu'on peut transformer en opportunité d'affaires et puis devenir un modèle particulier. Absolument. On a vu au Rwanda qu'on va plus loin que les sachets plastiques. Il parle maintenant de tout ce qui est à usage unique. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ce n'est pas poussé un peu trop loin? Votre perspective, vous hésitez? Ça correspond bien à l'environnement du Rwanda. Ils sont tout à fait capables de le faire. Aujourd'hui, si en Côte d'Ivoire, à travers les initiatives qu'aujourd'hui l'AIVP est en train de porter, on arrive à mobiliser en moyenne 15 000 tonnes de PET, par exemple, il y a des entreprises qui sont prêtes à s'installer en Côte d'Ivoire pour pouvoir produire des emballages en bouteilles. Tout à l'heure, on avait changé un peu là-dessus, qu'on va pouvoir réutiliser pour faire de nouveaux produits. Les industriels et le gouvernement se parlent parce qu'il y a beaucoup d'enjeux économiques et je dirais derrière, il y a de l'emploi, il y a un impact social pour les populations. Et puis, il y a aussi un impact financier pour l'État de Côte d'Ivoire lui-même et pour les industriels. En fait, c'est un grand business. Alors, merci M. Awa, M. Diplot, M. Yavo d'avoir été avec nous ce soir dans cette émission. Merci à vous aussi, nos fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de Made in Africa. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un tout nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, vous le savez, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, les équipes de production d'Elephant Africa, mais également les équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur RTI1.